Une chambre silencieuse, au cœur du Marais à Paris. Les rideaux tirés. Une femme aux cheveux blancs, assise près du lit, qui ne bouge plus. Un homme de 87 ans, la peau presque transparente, les mains posées à plat sur le drap. Et puis, selon le récit qui circule depuis, 2 mots. Un nom russe soufflé dans un souffle rauque. Baïkal. Puis, après un silence qui semble durer une éternité, une autre phrase, à peine audible. J'avais raison. Et puis plus rien. Le 25 juin 1997, Jacques-Yves Cousteau meurt, dans cet hôtel particulier de la rue Fauchier, auprès de son épouse Francine. Officiellement, un problème cardiaque. Officieusement, selon la légende, le dernier murmure d'un homme qui aurait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. L'histoire est belle. L'histoire est trop belle. Et c'est précisément pour cela qu'il faut la prendre à bras-le-corps, la retourner, la regarder sous tous les angles, comme on retourne une pièce de monnaie trouvée dans le sable. Car avant d'être un mourant qui parle russe sur son lit de mort, Cousteau a été autre chose. Un garçon né le 11 juin 1910 à Saint-André de Cubzac, en Gironde. Un officier de marine, un inventeur, un cinéaste, un capitaine au bonnet rouge que des centaines de millions de téléspectateurs ont vu un dimanche soir, penché sur la proue de son bateau, la mer en arrière-plan. Un homme qui a inventé, avec un ingénieur du nom d'Émile Gagnan, l'appareil qui a permis à l'humanité de respirer sous l'eau. Le scaphandre autonome, mis au point en 1943. Un homme qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1956 pour un film devenu légendaire, Le Monde du Silence, co-réalisé avec Louis Malle. Un homme dont la série télévisée a fait entrer l'océan dans les salons du monde entier, des années durant, sans interruption. Alors, comment passe-t-on du capitaine au bonnet rouge, au mourant qui murmure un nom de lac sibérien ? Comment une telle histoire prend-elle racine, grossit-elle, devient-elle incontournable au point que des sites, des vidéos, des podcasts la reprennent sans la questionner ? C'est toute la question. Et c'est ce que ce film va tenter d'élucider. Pas en ajoutant une couche de mystère, mais en démontant le mécanisme, en montrant comment une légende se fabrique, pièce par pièce, témoin après témoin, date après date. En séparant, avec la patience d'un archéologue, ce qui est solidement attesté de ce qui ne l'est pas. Reprenons. 3 mois avant la mort de Cousteau, en mars 1997, un avion long courrier se pose à l'aéroport moscovite de Tcheremetyevo. L'équipage de la Calypso revient d'Irkoutsk, en Sibérie. Selon le récit qui circule, l'équipage est silencieux. Pas une plaisanterie, pas une blague de mauvais temps comme il en pleut habituellement à bord du navire océanographique. Bertrand, l'opérateur caméra, ne parle pas. Cousteau, à 86 ans passés, regarde le hublot sans rien dire. Cet homme qui plongeait encore, qui travaillait parfois 12 heures par jour, qui n'avait, selon ses médecins, aucune maladie chronique connue, dont la tension était celle d'un cosmonaute, cet homme-là est revenu du Baïkal changé. Et personne n'en saura rien. En mai 1997, un mois avant sa mort, sort sur les écrans un film intitulé « L'envers du Baïkal ». Le titre, à lui seul, est une promesse. La réception critique est pour le moins perplexe. On parle d'un film étrange, d'un maître qui fait allusion à quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout, d'une œuvre énigmatique dans toute la carrière de Cousteau. Les commentateurs ne savent pas quoi en penser. Ils sentent qu'il y a quelque chose, mais ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Et Cousteau, lui, se tait. Puis viennent 3 mois d'un effondrement médical que personne ne sait expliquer. Un professeur de médecine, dit-on, aurait glissé à Francine cette phrase terrible. Francine, son corps est comme empoisonné par quelque chose d'inconnu. Analyse contradictoire, hypothèses qui se contredisent, médecins qui haussent les épaules. Et puis la mort, dans cette chambre de la rue Fauchier, le 25 juin 1997. Voilà pour la trame. Pour le reste, les prétendues dernières paroles, l'aveu sur le lit de mort,
le secret arraché aux profondeurs, il faut être extrêmement clair. Aucun document historique, aucune archive médicale, aucun témoignage familial ou journalistique publié dans la presse de l'époque ne vient confirmer cette version. Ce que l'on raconte relève d'un récit rapporté, dont on ne connaît ni l'auteur ni la source primaire. La transcription automatique dont est tiré ce matériau le dit elle-même, en creux. Les dates y sont abîmées, les chiffres y sont douteux, et le titre même de l'enquête est un piège à clics. Les dernières paroles cachées pendant des années n'ont jamais été cachées, pour la simple raison qu'aucune source fiable ne les a jamais enregistrées. C'est ici que le film change de nature. Il ne s'agit plus de raconter une mort énigmatique, mais de raconter la légende qui s'est construite autour de cette mort. Et derrière cette légende, il y a un homme, un vrai, dont la vie est suffisamment extraordinaire pour qu'on n'ait pas besoin de lui inventer une fin. Ce même homme qui, pendant près de 25 ans, aurait déposé 17 demandes d'autorisation pour plonger au Baïkal, toutes refusées. Ce même homme qui, en 1987, dans les colonnes de Paris Match, aurait tenu des propos étranges par la bouche d'un certain Pierre Dubois. Ce même homme qui, en décembre de la même année, lors d'une conférence à Genève sur les océans, se serait entretenu pendant 20 minutes avec 3 hommes en costume, sans badge, sans identité affichée, et qui, en sortant, aurait murmuré à ses proches une phrase dont la transcription automatique nous dit elle-même qu'elle est malmenée. Une phrase, reformulée proprement, qui dit en substance « Ils savent que je sais qui il y a. Mystère. » Traduction honnête, ils savent que je connais leur mystère. Puis en 1991, l'URSS s'effondre. Le mur de Berlin est tombé 2 ans plus tôt. Et brusquement, la demande de Cousteau est acceptée. Il peut enfin aller au Baïkal. Il a, dit-on, déclaré à ses médecins « Ma dernière mission, je dois y aller ». Et il y est allé. Et il en est revenu. Et 3 mois plus tard, il était mort. Alors, qui était vraiment Jacques-Yves Cousteau ? Était-ce le gentil capitaine au bonnet rouge que de millions d'enfants ont vu à la télévision ? Ou bien un homme qui cachait quelque chose d'indicible, un secret si lourd qu'il en serait mort ? La réponse n'est pas simple, parce que la réalité ne l'est jamais. Mais elle a le mérite d'exister, là, documentée, vérifiable, palpable. Elle tient dans des archives de marine, dans des brevets d'invention, dans des palmarès de festivals, dans des rapports d'expédition. Elle tient aussi dans un deuil familial, celui d'un fils, Philippe, mort en 1979 dans un accident d'hydravion, dont la perte a brisé quelque chose dans le regard de cet homme. C'est ce Cousteau-là qu'il faut retrouver. Pas le fantôme d'une rumeur, mais l'homme debout, l'homme qui a marché sur le pont de la Calypso pendant un demi-siècle. Et c'est ce que nous allons faire, en démontant la mécanique de la légende, en montrant d'où viennent les pièces du puzzle, pourquoi elles s'emboîtent si bien dans l'imaginaire collectif, et ce qu'il reste une fois qu'on les a retirées une à une. Car une légende, ça se fabrique, et une fois qu'on a compris comment, on ne regarde plus jamais le monde de la même façon. Avant le mourant de la rue Fauchier, avant le murmure russe et le Baïkal, il y a eu un garçon. Un garçon né un 11 juin, en 1910, à Saint-André-de-Cubzac, dans une Gironde qui sentait le vin, la terre et l'océan tout proche. Saint-André-de-Cubzac, c'est une petite ville posée sur la Dordogne, à quelques encablures de Bordeaux. Le pays des marais, des cargos qui remontent vers les ports, et d'un ciel qui change si vite qu'on dirait que l'Atlantique dicte le temps qu'il fait. C'est là que Jacques-Yves Cousteau a appris à regarder l'eau. Pas encore à plonger, pas encore à respirer dessous. Simplement à la regarder, comme on regarde un visage qu'on devine sans le connaître encore. Le père, Daniel Cousteau, est un homme qui voyage. Représentant de firmes industrielles, il est souvent sur les routes, et quand il rentre, il raconte. La Pologne, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Jacques-Yves écoute, il absorbe. Très tôt, il sait que le monde est plus vaste que la Gironde, et que l'on peut, à condition de s'en donner les moyens, aller le voir de près. À 4 ans, il sait nager. À 7 ans, il sait déjà que la mer sera son métier.
C'est lui qui le dit plus tard, dans les entretiens qu'il donnera à la presse spécialisée. La mer, c'est une vocation qui précède les mots. On ne la choisit pas, on la reconnaît. Et puis il y a la scolarité. L'école n'est pas son fort. Très vite, on le dit turbulent, dissipé, agité. Il entre à l'école communale, y reste un temps, puis intègre le collège de Saint-André de Cubzac, en pension, parce que la maison est trop agitée pour les devoirs. Il n'aime pas l'enfermement. Il fugue, à plusieurs reprises, pour aller voir la mer, pour s'embarquer sur des chalutiers, pour dormir dans des entrepôts qui sentent le goudron et le sel. Les notes sont mauvaises, les appréciations sont sévères, mais il y a quelque chose dans son regard qui ne s'éteint pas. Une espèce de flamme obstinée, un appétit d'espace et de mouvement que les bulletins scolaires ne savent pas noter. C'est son père qui, un jour, lui passe un appareil de photo. Une petite boîte noire, lourde, qui sent le métal. Jacques a 16 ans. Il commence à photographier tout ce qui l'entoure. Les grues du port, les visages des dockers, les vagues. Il ne le sait pas encore, mais ce geste anodin va peser sur toute sa vie. Car Cousteau, plus tard, ce sera cela aussi. Un homme qui regarde, qui cadre, qui découpe le monde en images. Avant d'être un plongeur, il sera un œil. Et puis, il y a l'aviation. Dans les années 30, la France se passionne pour les aviateurs. Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Cousteau veut devenir pilote. Il s'engage dans la marine nationale pour suivre la formation d'aviateur naval. Il vole. Il aime ça. Il est brillant dans les airs, précis, rapide. Tout l'y destine. Sauf un accident de voiture, en 1936, qui lui brise les 2 bras et lui casse les côtes. Accident banal en apparence. Mais dans le récit qu'il fera plus tard de sa propre vie, dans ses livres, dans ses entretiens, il en parle comme d'un tournant. Les médecins lui disent qu'il ne volera plus jamais en combat. La marine le réforme. Il doit se réinventer. C'est ici que la légende commence à s'écrire. Et avec elle, quelques approximations. Certaines sources affirment que l'accident de voiture a définitivement détourné Cousteau de l'aviation. D'autres sont plus prudentes. Toujours est-il que l'homme, au début des années 40, se retrouve à Marseille, sur la côte méditerranéenne, avec une passion intacte pour la mer et un corps qui ne supporte plus les cabines étroites des avions de chasse. Il entre en contact avec le monde de la plongée. Les casques de scaphandrier existent depuis la fin du XIXe siècle, mais ils sont lourds, rigides, attachés à la surface par un tuyau. On ne peut pas bouger, on ne peut pas explorer. On descend, on regarde, on remonte. C'est tout. Cousteau veut autre chose. Il veut nager sous l'eau, comme on nage à la surface. Il veut respirer. Et il n'est pas seul à vouloir cela. À Paris, dans les ateliers de la firme Air Liquide, un ingénieur du nom d'Émile Gagnan travaille sur un problème voisin. Comment fournir de l'air au moteur qui tourne en altitude et, plus généralement, comment réguler un débit de gaz en fonction de la pression. Les 2 hommes se rencontrent. Ils échangent. Et de ces échanges va naître, en 1943, le scaphandre autonome. Un détendeur qui réduit l'air à la pression ambiante, une bouteille d'air comprimée, un embout buccal. 3 éléments, une révolution. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un homme peut descendre sous l'eau, respirer, nager, remonter, sans lien avec la surface. Pour la première fois, l'océan est ouvert. Les premiers essais ont lieu dans la rivière de Marne, puis dans la Méditerranée, près de Bandol. C'est expérimental, parfois dangereux. Cousteau noie presque son ami Frédéric Dumas, un jour de brouillard, en voulant tester un appareil à plus grande profondeur. Mais ça marche. Et surtout, ça ouvre un champ infini. Pour Cousteau, c'est plus qu'une invention technique. C'est une libération. Un homme qui ne sait pas voler va pouvoir voler autrement, dans un autre élément, avec un autre type d'aile. La guerre pourtant interrompt tout. En 1939, la France entre dans la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, c'est la débâcle. Marseille est en zone libre, puis occupée. Cousteau s'engage dans la résistance.
Officier de marine, il a les compétences, le caractère, le réseau. Il organise, sous couvert de recherche océanographique à bord d'un petit navire de la marine, des missions de renseignement au profit de la France libre. Il transporte des armes, cache des aviateurs alliés, repère les positions allemandes sur la côte. Risque considérable. Plusieurs de ses compagnons sont arrêtés, fusillés. Lui s'en sort, avec la prudence d'un chat et l'instinct d'un homme qui a appris à lire le danger dans les regards. À la Libération, en 1944, il est décoré. Il aurait pu, comme beaucoup de ses pairs, rester dans la marine, mais il a déjà choisi sa route. La Calypso, ex-chalutier de l'île de Malte, transformé en navire océanographique, est mise à sa disposition par un ami industriel. Les premiers essais sont modestes. Un bateau trop grand pour un seul homme, trop petit pour un équipage nombreux. Cousteau bricole. Il installe un hangar arrière pour ranger le matériel de plongée. Il aménage une cabine équipe avec des couchettes superposées. Il gagne une cloche de plongée, des compresseurs, des caméras étanches. Et il part. La Calypso commence à sillonner la Méditerranée, puis l'Atlantique, puis toutes les mers du globe. En 1950, il rencontre Louis Malle, jeune cinéaste qui cherche un sujet pour son premier long-métrage. Le sujet, c'est la mer. Le film s'appellera Le Monde du silence. Il est présenté au Festival de Cannes en 1956. Il reçoit la Palme d'Or. Le monde entier découvre le visage de Cousteau, son bonnet rouge, ses yeux plissés, sa manière unique de parler à la caméra, comme s'il s'adressait à un ami assis sur le pont. Ce succès bouleverse sa vie. Du jour au lendemain, il n'est plus un océanographe obscur, mais un personnage public. Les invitations affluent, les conférences, les salons, les voyages officiels. Et lui, secrètement, retourne à son bureau. Il prépare déjà le film suivant. Il a vu trop de choses pour s'arrêter. La télévision, à partir des années 60, transforme le phénomène en légende planétaire. La série L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, diffusée dans des dizaines de pays, fait entrer la mer dans les foyers. Des millions d'enfants, un dimanche soir, s'installent devant le petit écran pour voir un homme en bonnet rouge longer la proue d'un bateau, poser une palme dans l'eau turquoise et disparaître sous les vagues en disant quelque chose comme « Allez, on y va ». Ce n'est plus seulement de la science, c'est une mythologie moderne. Et Cousteau, sans avoir voulu, en devient le héros. Mais derrière les images, derrière les palmes et les caméras, il y a une discipline de fer. Un homme qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui dort peu. Un homme qui apprend l'anglais à 40 ans pour pouvoir donner ses conférences aux États-Unis. Un homme qui prend des leçons de diction pour que sa voix porte mieux à la radio. Un homme qui se bat avec les producteurs pour ne pas céder une seule image au sensationnalisme. Il y a un capitaine, avec ses défauts, une autorité parfois rude, une impatience notoire, mais avec une ligne claire. Montrer la mer telle qu'elle est et non telle qu'on aimerait qu'elle soit. Voilà l'homme qui, 30 ans plus tard, s'envolera pour le Baïkal. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il est à Bandol, il a 33 ans, il vient d'inventer le scaphandre autonome et il ne sait pas encore que sa voix va porter jusqu'aux confins du monde. Il ne sait pas non plus, évidemment, qu'un jour un récit viendra le transformer en mourant mystérieux. Pour l'instant, il est debout, jeune, et il regarde la mer. La Calypso, dans les années 50, n'est pas encore le navire le plus célèbre du monde. C'est un ancien chalutier, racheté pour une bouchée de pain, reconverti en laboratoire flottant par un homme qui bricole avec des planques de la marine et des subventions du CNRS. Mais elle a déjà une silhouette reconnaissable. Coque blanche, superstructure peinte en bleu, un mât où pend une antenne, un hangar arrière d'où sortent à chaque escale des caisses étanches, des bouteilles d'air comprimé, des caméras dans leurs caissons jaunes. Elle sent le gasoil, le sel, la peinture fraîche et la sueur des hommes qui vivent à bord pendant des mois. Pour les marins professionnels qui croisent sa route, c'est un drôle de bateau.
Ni cargo, ni navire de guerre. Quelque chose entre le yacht et le bateau de recherche. Pour l'équipage qui s'y est embarqué, c'est une maison. C'est à bord de cette maison flottante que Cousteau, au début des années 50, commence méthodiquement à constituer une équipe. Il ne choisit pas n'importe qui. Il veut des hommes endurants, capables de supporter des semaines en mer sans broncher, et en même temps, suffisamment cultivés pour comprendre ce qu'ils font. Il engage Frédéric Dumas, dit commandant Cousteau, dans les sketchs humoristiques de l'équipage, un plongeur qui a failli se noyer avec lui dans les eaux de Bandol. Il engage Albert Falco, un marin marseillais au sourire en coin, qui deviendra plus tard son capitaine de bord préféré. Il engage des cinéastes, des photographes, des mécaniciens, des médecins. Une équipe qui ressemble à une famille, avec ses hiérarchies, ses tensions, ses loyautés profondes. Et puis il y a les caméras. Cousteau, très tôt, comprend que la science seule ne suffit pas à changer le regard des gens. Il faut des images. Il faut que les gens voient ce qu'ils voient. Il équipe donc la Calypso d'un matériel cinématographique lourd, encombrant, mais révolutionnaire pour l'époque. Des caissons étanches pour filmer sous l'eau. Des objectifs grands, angulaires. Du matériel d'enregistrement son. Et il forme lui-même ses opérateurs à cadrer la mer comme on cadre un visage, avec patience, avec respect, en laissant à l'image le temps de dire ce qu'elle a à dire. C'est cette alliance entre science et cinéma qui va produire en 1956 Le Monde du silence. Le film est co-réalisé avec Louis Malle, jeune douchte d'une vingtaine d'années qui deviendra plus tard l'un des grands cinéastes français. Tourné en Méditerranée, en mer Rouge, dans le golfe Persique et aux Antilles, il mêle documentaire animalier, poésie visuelle et commentaires sobres. Pas de musique envahissante, pas de voix off dramatique, juste la mer, les poissons, les coraux et la voix de Cousteau, qui pose des questions au lieu d'apporter des réponses. Le film arrive au Festival de Cannes en mai 1956. Il est en compétition. Il y a là, cette année-là, les grandes signatures du cinéma d'auteur. Resnais, Astruc, Wells en jury. Le Monde du silence ne ressemble à rien de ce qu'on a vu. C'est un documentaire, mais c'est aussi un poème. C'est un film d'exploration, mais c'est aussi un film de contemplation. Les jurés hésitent. Ils en discutent longtemps. Et finalement, ils lui décernent la Palme d'Or. C'est la première fois qu'un documentaire reçoit cette distinction. C'est aussi la première fois qu'un océanographe devient, sous les projecteurs, une figure du cinéma. Le succès est immédiat. Le film sort en salle dans le monde entier. Il attire des millions de spectateurs. En France, en Europe, aux États-Unis, au Japon. On voit des hommes en costume se tenir devant les cinémas, attendant la sortie de la prochaine séance, comme on attendait autrefois la sortie des grandes messes catholiques. La mer, soudain, n'est plus seulement le lieu des pêcheurs et des marins. Elle devient le lieu de tous. Et Cousteau, avec son bonnet rouge et son regard tranquille, devient le prêtre officiant de cette nouvelle religion. Mais Cousteau ne s'arrête pas. Il a déjà en tête le film suivant. Et un autre encore. Sa filmographie compte, au fil des décennies, des dizaines de longs métrages et de courts métrages. Le Monde sans soleil, en 1966, raconte la première expérience d'habitat sous-marin, la maison pré-continent de Conchelf, où 6 hommes vivent plusieurs jours à 100 mètres de profondeur. Le film reçoit l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood. Encore une consécration. Encore une image qui fait le tour du monde. Et encore une fois, Cousteau revient à Marseille, descend dans son atelier de la rue de Lyon et recommence à travailler. La télévision, à partir de la fin des années 60, va donner à cette aventure une dimension nouvelle. La Calypso et son équipage deviennent les héros d'une série diffusée dans des dizaines de pays. Aux États-Unis, c'est ABC qui achète les droits. En France, c'est l'ORTF. En Allemagne, en Italie, au Japon, au Brésil. Cousteau filme avec méthode, monte ses épisodes chez lui à Monaco, livre ses bandes prêtes à diffuser. Les enfants du monde entier grandissent avec son visage. Ils connaissent la Calypso comme ils connaissent leur classe.
Ils savent que le commandant, quand il est sur le pont, dit « Allez, on y va », et qu'à cette phrase, c'est une porte qui s'ouvre sur un monde invisible. Le succès a un prix. Cousteau, à la fin des années 60, est devenu l'homme le plus connu de France après le général de Gaulle. Il reçoit des visiteurs du monde entier. Il donne des conférences, il écrit des livres, il conseille des gouvernements. Il est appelé à la table des puissants. Il est aussi, et cela compte, infiniment critiqué. Ses détracteurs l'accusent de romantiser la mer, de jouer les vedettes, de négliger la rigueur scientifique au profit du spectacle. D'autres lui reprochent de ne pas assez protéger ce qu'il montre. Et lui, secrètement, écoute ces critiques. Il les range, il les rumine. Et quelque chose, lentement, change en lui. Car l'homme qui a inventé le scaphandre autonome pour explorer, l'homme qui a filmé la mer pour la faire connaître, commence à voir, au fil des plongées, quelque chose que les autres ne voient pas encore. La dégradation. Les plages souillées par les hydrocarbures, les coraux blanchis, les bancs de poissons qui se clairsemment, les tortues prises dans les filets, la Méditerranée qui se meurt, lentement, par-dessous ses eaux bleues. Et l'Atlantique et le Pacifique et toutes les mers du monde, désormais livrées à la pêche industrielle, au chalutage en eau profonde, aux essais nucléaires, aux déchets que l'on jette parce que l'on croit que l'océan est un dépotoir infini. C'est dans les années 70 que le regard change. Cousteau ne chasse plus les images. Il témoigne. Il alerte. Il prend position. Et il le fait avec la même rigueur qu'il mettait 20 ans plus tôt à filmer un mérou dans un récif. Il devient, sans le vouloir, l'une des premières grandes voix de l'écologie scientifique. Il n'invente pas le mot. Il lui donne un visage. Mais il y a autre chose, en parallèle. Quelque chose que la source de notre enquête évoque sans le démontrer. Une obsession, à la fin des années 70, pour un lieu précis. Un lac. Un lac d'eau douce, en Sibérie, le plus profond du monde, le plus ancien, le plus mystérieux. Le Baïkal. Pourquoi le Baïkal ? Pourquoi un océanographe formé à la Méditerranée, un homme qui a plongé dans toutes les mers chaudes du globe, s'intéresse-t-il à un lac gelé ? La réponse officielle est scientifique. Le Baïkal abrite des espèces endémiques, une biodiversité unique, une géologie exceptionnelle. C'est vrai. Mais ce n'est probablement pas tout. Car Cousteau, dit-on, aurait déposé une première demande d'autorisation pour y plonger dès 1973. Et elle aurait été refusée. Et il aurait recommencé. 17 fois en 18 ans. Toutes refusées. Pourquoi 17 fois ? Pourquoi un homme habitué à voir ses demandes acceptées par les marines du monde entier se voit-il opposer un refus systématique, année après année, par les autorités soviétiques ? La réponse simple est la guerre froide. Le Baïkal est une zone stratégique, proche de la Mongolie, à quelques centaines de kilomètres des installations militaires de l'Oural. Aucune nation occidentale ne peut y accéder. Mais pourquoi un homme de 80 ans passés, en 1991, après la chute de l'URSS, accepterait-il de repartir une dernière fois, comme s'il s'agissait d'une mission sacrée ? Pourquoi aurait-il dit à ses médecins, rapporte-t-on, « Ma dernière mission, je dois y aller ». Et pourquoi, après en être revenu, serait-il mort 3 mois plus tard, dans cette chambre de la rue Fauchier, en murmurant un mot russe ? Ce sont les questions que la légende pose, et ce sont les questions que ce film doit affronter. Car derrière le héros au bonnet rouge, derrière le cinéaste adulé, derrière l'inventeur du scaphandre autonome, il y a un homme qui vieillit, un homme qui a perdu un fils, un homme qui regarde la carte du monde et qui voit, à côté de tous les océans qu'il aima, un point précis qui l'obsède. Ce point, c'est le Baïkal. Et c'est là que notre enquête va maintenant nous mener. Le virage écologique de Jacques-Yves Cousteau ne s'est pas fait en un jour. Il s'est fait par degrés, par observations accumulées, par cette lente maturation d'un homme qui, après avoir montré la mer au monde entier, a commencé à voir ce que le monde entier lui faisait en retour. Les années 70, à bord de la Calypso,
ne ressemble plus tout à fait aux années 60. Le navire sillonne toujours les mêmes routes, l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, mais l'œil qui filme a changé. Ce n'est plus seulement le chasseur d'images, c'est un témoin inquiet. Et puis, en 1979, le drame. Philippe, son fils aîné, meurt dans un accident d'hydravion au Portugal, avec son petit garçon de 7 ans et le pilote de l'appareil. C'est un coup de massue. Philippe, c'était l'héritier désigné. Le garçon qui avait grandi sur le pont de la Calypso, qui savait tenir une caméra étanche avant de savoir tenir un stylo, qui parlait aux poissons comme à des amis. Philippe, c'était aussi, dans les derniers temps, une voix qui contestait le père. Ils s'étaient disputés. Cousteau avait mal vécu les initiatives de son fils, ses propres productions, ses propres choix éditoriaux. La mort les a séparés sans leur laisser le temps de se réconcilier. Cousteau ne s'en remettra jamais. Les proches raconteront que, dans les mois qui ont suivi, quelque chose s'est éteint dans son regard. Pas la passion de la mère, quelque chose de plus profond. La certitude peut-être que l'on peut changer le monde en le montrant. À la même époque, Cousteau entre dans une autre bataille, celle de l'Antarctique. Au début des années 80, le traité sur l'Antarctique, signé à Washington en 1959, interdit toute exploitation minière du continent blanc. Mais le traité arrive à échéance. Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, veulent autoriser l'exploitation des ressources. Cousteau s'y oppose. Il mobilise la communauté scientifique, il prend la parole dans les conférences internationales, il publie des livres, il alerte l'opinion publique. Il obtient, en 1990, un protocole additionnel au traité qui prolonge indéfiniment l'interdiction. C'est l'une de ses plus grandes victoires. Mais elle lui coûte cher, car les lobbies miniers sont puissants, et Cousteau, en s'y attaquant, se fait des ennemis dans les hautes sphères. C'est aussi, suppose-t-on, à cette époque que son regard bascule vers un autre sud, vers un autre silence, vers des questions plus profondes. Car il y a, dans la vie publique de Cousteau à cette époque, quelque chose qui intrigue. Plus il parle d'écologie, plus il se tait sur autre chose. Les plongeurs qui ont travaillé avec lui racontent qu'il avait, dans les dernières années, des absences, qu'il partait parfois seul, sur le pont, à 3 heures du matin, et qu'il regardait le ciel, ou l'eau, sans rien dire. Qu'il avait, en 1990, un secrétaire particulier dont personne ne connaissait le nom, et qui disparaissait régulièrement pendant plusieurs jours. Que ses carnets personnels, contrairement à ses livres publiés, étaient jalousement gardés. Que certaines pages en avaient été arrachées. La source que nous suivons évoque une escale à Mar del Plata, en Argentine, en 1972. Une escale de 2 jours, avant une expédition prévue vers l'Antarctique. La Calypso longe ensuite, selon cette même source, la côte ouest du continent blanc pendant 3 semaines, sans jamais débarquer nulle part. Aucun plongeur n'est autorisé à descendre. Un film est tourné là-bas, dit-on, mais il ne sera jamais diffusé. Les archives, classifiées. Cousteau, à son retour, aurait dit à ses proches « Les plongées sont terminées, on part ». Tout cela, précisons-le, ne repose sur aucun document vérifiable. Ce sont des récits, des bribes, des on-dit, des témoignages rapportés. Mais leur accumulation dessine, sinon une vérité, du moins un climat. Et puis il y a les années 90. L'homme vieillit. Il a 80 ans, puis 85. La Calypso, dont la coque fatigue, doit être remise en état. Les expéditions se font plus rares. La série télévisée, après des centaines d'épisodes, s'arrête. Les enfants des années 70 et 80 ont grandi. Le monde a changé. Et Cousteau, officiellement, se retire dans ses terres de Saint-André de Cubzac, près de Bordeaux. Il écrit ses mémoires. Il voit ses petits-enfants. Il regarde la télévision pour suivre les expéditions des autres. Mais l'œil, dit-on, reste le même. C'est dans ce contexte que la question du Baïkal prend rétrospectivement une autre dimension. Car ce lac, Cousteau en parlait depuis des années. À qui voulait l'entendre, il répétait qu'il voulait y aller,
que c'était un lieu unique, que les espèces qu'on y trouverait, probablement, étaient les descendantes directes d'organismes qui avaient peuplé la Terre avant les grands bouleversements géologiques. Que la science, à elle seule, ne suffirait pas à dire ce qu'on y verrait. Il fallait y aller. Voir, filmer, témoigner. Mais l'URSS, pendant des décennies, refuse. Pas un refus sec, non. Un refus poli, administratif, qui revient chaque année. Et Cousteau, chaque année, redépose sa demande. 17 fois en 18 ans. On imagine le coût administratif, les coups de fil, les câbles diplomatiques. Et on imagine aussi, parce que c'est humain, la frustration d'un homme qui a vu toutes les mers du monde, qui a plongé sous la banquise arctique, qui a filmé les grands fonds du Pacifique, et qui ne peut pas descendre dans un lac d'eau douce à 6000 km de Paris. Et puis en 1991, l'URSS s'effondre. Le mur de Berlin est tombé 2 ans plus tôt. Les républiques soviétiques proclament leur indépendance les unes après les autres, et la Russie, brusquement, est ouverte. La demande de Cousteau, soudain, est acceptée. On imagine l'homme, à 81 ans, apprenant la nouvelle. On imagine le sourire. On imagine la phrase, rapportée par la légende, qu'il aurait adressée à ses médecins. « Ma dernière mission, je dois y aller ». Une phrase qui n'a en soi rien de sensationnel. Un homme âgé qui veut boucler une boucle. Un capitaine qui veut finir sa course dans les eaux qu'il a toujours voulu voir. Et c'est probablement ce que c'est. Rien de plus. Mais la légende, elle, n'aime pas les explications simples. Elle préfère les complots. Elle préfère les zones d'ombre. Elle préfère un vieil homme qui meurt en murmurant un mot russe, plutôt qu'un vieil homme qui meurt d'une insuffisance cardiaque, après une vie bien remplie, dans un lit de la rue Fauchier. Et c'est ainsi qu'elle greffe, sur la vie réelle de Cousteau, des récits qui n'ont rien à y voir. Des récits de portes secrètes, de sous-marins allemands cachés sous la glace, de capsules lumineuses, de morts en chaîne. Des récits qui sentent le soufre et la peur, et qui font de cet homme un héros de thriller, plutôt qu'un héros de documentaire. C'est ce mécanisme qu'il faut démonter. Et pour cela, il faut commencer par accepter une vérité simple. Cousteau a probablement eu des secrets. Comme tout homme public qui a fréquenté les hautes sphères, les Marines, les services de renseignement, les gouvernements, il a probablement signé, à un moment ou à un autre, des accords dont il n'a pas parlé. Comme ses contemporains océanographes, comme ses contemporains cinéastes, comme ses contemporains capitaines d'industrie. Mais ces secrets-là, s'ils existent, sont les secrets normaux d'un homme qui a vécu au cœur du XXe siècle. Ils n'ont rien à voir avec les légendes abyssales qu'on lui prête. Et puis il y a la fin. Les funérailles, à Notre-Dame de Paris, le 29 juin 1997. Une foule immense, des chefs d'État, des marins, des scientifiques, des enfants qui ont grandi avec son visage. Le cercueil, porté par des marins en uniforme. Les chants, la lumière des vitraux. Et puis après, la dispersion des cendres. La légende, dit-on, a sa demande. Il ne voulait pas de tombe. Il voulait retourner à l'eau. C'est possible. C'est plausible. C'est même cohérent avec l'homme qu'il a été. Reste le murmure de la rue Fauchier. Les 2 mots, le mot russe, et le silence qui a suivi. C'est là que la légende se noue, et c'est là que ce film va maintenant nous mener. Car c'est dans les mois qui ont suivi la mort de Cousteau que les récits ont commencé à fleurir. Sur des forums, dans des revues confidentielles, dans des conversations entre initiés. Et c'est à cet endroit précis, à cette jointure entre l'homme et la légende, que nous allons maintenant entrer. C'est dans les mois qui suivent la mort de Cousteau que les récits commencent à se nouer. Comme des fils qu'on tirerait d'une seule bobine, ils sortent les uns après les autres, presque identiques, presque interchangeables. Un témoin se rappelle, un article confidentiel paraît, une confidence arrive, à voix basse, dans un café, dans une maison de retraite, sur un forum russe fermé à double tour. Et chaque fil, ajouté au précédent, fait un peu plus tenir l'étoffe. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, dit-on,
distinguer le tissu de la légende du tissu de la réalité. Le premier fil, c'est celui d'un hebdomadaire belge à tirage confidentiel, Le Petit Journal, d'Alost. En octobre 1903, paraît dans ses colonnes un article signé d'un certain Pierre Maranger. Photographe plongeur, 50 ans, atteint d'un cancer, dit-on. L'article est court. Il relate une plongée au Baïkal, en mars 1997, par 1640 mètres de fond. Une descente de 6 heures sous l'eau. 20 minutes de photographie, la main posée sur l'objectif, au bord de la fissure. Et puis une phrase, prononcée par un officier russe, dit-on, avant la descente. « Vous êtes sûr de vouloir descendre là ? À cette profondeur, il y a des choses étranges. » Et puis une autre phrase, attribuée à Cousteau, en surface, après la remontée. « Je l'ai vu ailleurs, mais là c'était fermé. » L'article est publié le 23 octobre 1903. 21 jours plus tard, le 13 novembre, Pierre Maranger meurt, en France métropolitaine, d'un cancer. 21 jours exactement. Coïncidence qui, dans l'imaginaire des amateurs d'énigmes, vaut preuve. Mais les coïncidences, en matière de cancer, sont ce qu'elles sont. La maladie a ses rythmes, la mort a ses hasards. Le symbolisme, lui, est un piège. Car voilà comment fonctionne une légende. Elle prend un fait banal. Un homme qui meurt d'un cancer 21 jours après la publication d'un article où il parle d'une vieille plongée. Et elle en fait un signe. Elle relie, elle agence, elle brode, et elle fait du photographe marseillais, qui a probablement coulé des jours paisibles en Bretagne, un témoin sacrificiel, un porteur de secrets, un maillon dans une chaîne qui commence en Antarctique en 1972 et qui ne s'arrête plus. Car il y a, dit-on, une chaîne de mort. André Fournier, ingénieur en chef des plongées, disparu en mai d'une année non précisée, à Marseille, corps jamais retrouvé. Jacques Bertrand, opérateur caméra, accident de voiture en 1992, contre un arbre, sans trace de freinage. Claude Richer, technicien, 94 ans en 2025, vivant, en maison de retraite à Toulon, et qui se tait. Marc Thébault, opérateur de la sonde, mort d'un infarctus en 2001. Et cette phrase, qu'on lui prête, « Si j'avais su ce qu'on allait trouver, je ne serais jamais parti », tout cela, il faut le dire avec la plus grande netteté, ne repose sur aucun document d'archives vérifiable, aucun rapport de police, aucun acte notarié, aucun témoignage publié dans la presse générale. Ce sont des bribes, des on-dit, des conversations entendues dans les couloirs. Et l'homme qui pourrait, éventuellement, confirmer ou démentir, c'est précisément Claude Richer, 94 ans, vivant, à Toulon. On rapporte qu'en 2015, un visiteur lui aurait demandé et qu'il aurait répondu « Je veux mourir en paix ». On rapporte qu'en 2024, un journaliste l'aurait relancé et qu'il aurait dit « Vous voulez mourir jeune ? Alors, continuez à poser des questions ». Phrase glaçante, si elles sont vraies. Phrase aussi classique, dans le répertoire des vieillards qui refusent de parler, qu'elle pourrait être inventée par n'importe quel scénariste de polar. Et c'est là qu'il faut prendre du recul. Car la légende qui s'est construite autour de Cousteau, à partir du milieu des années 2000, ressemble trait pour trait aux légendes qui se sont construites autour de dizaines d'autres personnages publics. La page manquante, le témoin qui se tait, le film détruit, la confession arrachée au mourant. Ce sont les mêmes motifs, les mêmes structures narratives, les mêmes ressorts. Et ce sont précisément les ressorts que le public attend. Parce que le public, depuis 2 siècles au moins, préfère l'énigme à la biographie. Parce que la mort d'un héros ne se supporte pas simple. Parce qu'un homme qui a vu la mer, qui l'a filmée, qui l'a défendue, ne peut pas, dans l'imaginaire collectif, s'éteindre comme tout le monde, dans un lit, en murmurant le nom d'une épouse. Il faut du mystère, il faut un secret. Il faut une dernière image qui donne à toute la vie un sens rétrospectif. Et c'est pourquoi
La légende greffe sur la vie réelle de Cousteau des récits qu'il n'a jamais suscités. Une plongée en Antarctique, en novembre 1972, à 30 mètres de profondeur, dans une eau à -2 degrés. Une fissure dans la glace. Un porte-avions, droit, sans gîte, entièrement blanc, sans marquage, d'environ 250 mètres de long. Un hangar ouvert et vide. Un mot gravé sur un mur, en allemand, en lettres de 30 cm. Eingang, une entrée, une porte. Des documents en allemand datés de 1944. Des journaux de bord, des cartes, des schémas. Et Cousteau, sortant livide de sa cabine après 3 heures de lecture, disant « Les plongées sont terminées, on part ». Tout cela, encore une fois, ne repose sur rien de tangible. Aucun témoin n'a jamais été retrouvé pour le confirmer. Aucune archive, malgré les promesses de déclassement à venir, archives russes en 2029, archives françaises en 2048, n'est venue, à ce jour, étayer ces récits. Et quand on interroge les historiens de l'exploration polaire, ils haussent les épaules. Car les opérations qu'on évoque, l'expédition allemande de 1938-1939 à bord du Schwabenland, l'opération américaine High Jump de 1946 à 1947, ne sont pas des inventions. Ce sont des faits historiques documentés. Mais ce qu'on en dit, un sous-marin allemand caché sous la glace, des technologies secrètes installées au cœur de l'Antarctique, des croix gammées laissées sur la banquise, relèvent d'un tout autre registre, celui de la légende pure. Et la légende ne s'arrête pas à Cousteau, elle continue, par capillarité, par greffe, par contamination. Mikhail Prokhorov, oligarque russe, qui finance en 2013 une expédition privée au Baïkal. 12 personnes, des drones submersibles, des sonars, un laser de cartographie, 3 millions de dollars engloutis. Et un drone qui, à 1400 mètres, voit comme une rue des bâtiments des deux côtés. Et un autre drone qui se dérobe, accélère tout seul, file vers le fond, disparaît. Et un plongeur, Dimitri Kozlov, 34 ans, hospitalisé à Irkoutsk, mort en 3 jours, autopsie atteinte par un rayonnement inconnu. Tout cela est rapporté par un récit dont on ne connaît ni l'auteur ni la source primaire. Tout cela est présenté dans les colonnes de certains forums comme établi. Et tout cela, une fois encore, ne repose sur rien de vérifiable. Aucune dépêche d'agence. Aucune dépêche de l'hôpital d'Irkoutsk. Aucun avis de décès dans les registres russes accessibles au public. Et la légende continue. Un submersible, le Vityaz, qui descend à 1630 mètres en janvier 2020. Une capsule identique à celle de 1985. 3 mètres de diamètre, des hublots, une faible lueur bleue. 3 plongeurs à bord, un russe, un allemand, un japonais. L'allemand qui crie quelque chose en allemand avant d'être interné en psychiatrie à Irkoutsk, puis de se jeter par la fenêtre du 3e étage en laissant un mot. Abastorgen. J'ai vu la porte. Une équipe chinoise, en 2022, qui publie un article sur des anomalies magnétiques au-dessus du Baïkal, censuré pendant 2 ans, publié en 2024, avec coordonnées et conclusions coupées, formulation officielle, anomalies magnétiques de nature indéterminée. Et le professeur Li Wei, qui démissionne, qui quitte la Chine pour le Canada, et qui dit « Certaines recherches, mieux vaut ne pas les poursuivre ». Encore et toujours, le même mécanisme. Le récit sensationnel, la chaîne de mort, les services secrets qui font taire, le témoin qui disparaît, le survivant qui se tait, et la question, lancinante, qui revient en boucle. Faut-il, pour qu'une histoire soit vraie, qu'elle soit confirmée par des documents, ou suffit-il, comme le prétend la légende, que personne ne puisse la démentir avec certitude ? La réponse évidemment est non. Une histoire qui n'est confirmée par rien n'est pas une histoire vraie. C'est une histoire qu'on raconte. Et la distinction, dans le cas de Cousteau, est essentielle. Car cet homme, dans sa vie réelle, a déjà tout dit. Il a inventé le scaphandre autonome. Il a filmé la mer. Il a défendu l'Antarctique. Il a perdu un fils. Il a vu, de ses yeux vus, la beauté et la dégradation de l'océan. Et il est mort à 87 ans,
dans la chambre qu'il partageait avec son épouse, après une vie suffisamment remplie pour qu'on n'ait pas besoin de la mythifier. Le reste est silence. Ou plutôt, le reste est un bourdonnement. Un bourdonnement qui dit « il y a un secret ». Un bourdonnement qui dit « les profondeurs cachent quelque chose ». Un bourdonnement qui dit « on nous a fait comprendre ». Partez. Et c'est sur ce bourdonnement que la légende se perpétue, car elle ne demande qu'une chose, qu'on continue à poser des questions, qu'on gratte, qu'on creuse, qu'on aille voir. Et tant qu'il y aura des gens pour poser des questions, il y aura des gens pour inventer des réponses. C'est la mécanique éternelle de la rumeur. Et c'est elle, finalement, qui est la vraie héroïne de cette histoire. Pas Cousteau, pas le Baïkal, pas l'Antarctique. La rumeur elle-même, son appétit, sa mécanique, sa façon de faire d'un mourant ordinaire un prophète des profondeurs. Et maintenant, vous savez comment elle fonctionne.